Bonjour et bienvenue sur Neomed. Ce soir, on va aborder quelques sujets d'actualité liés à l'économie, liés aussi à la crise du coronavirus. On va aller voir qu'est-ce qu'ont fait les pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, l'Algérie, le Maroc par rapport à cette crise. Nous allons voir aussi les perspectives qui vont peut-être venir après, notamment la relocalisation des grandes entreprises européennes, pourquoi pas en Afrique du Nord. Avec nous pour discuter de ces sujets, M. Asrid Hamani, bonsoir. Je voulais vous poser en première question la réaction notamment marocaine par rapport à cette crise du coronavirus. C'est une réaction plutôt offensive. Que pensez-vous? Comme je le disais dans une de nos discussions, l'avantage, le premier avantage très important du Maroc depuis tout temps, c'est d'abord la stabilité des institutions. D'accord ou pas d'accord, c'est autre chose, mais ça donne une stabilité aux institutions. La deuxième, ceci est connu de tout le monde, on le connaît, on le sait, le Maroc est un pays relativement pauvre. Mais ce n'est pas un handicap. Pourquoi? Parce que le Maroc fait partie de ces pays qui n'ont rien, mais qui créent tout, qui transforment tout. Le Maroc a une agriculture qui permet à tous les Marocains d'y vivre. Les Marocains, ils ont de l'artisanat dans tous les domaines, ils créent de la richesse. Les Marocains achètent comme des fous des franchises pour produire chez eux. Les Marocains prennent des risques, ils ouvrent. Ils ont une richesse qui est le tourisme, ils reçoivent des millions de tourisme. Donc tout ça fait que c'est un pays ouvert, c'est un pays stable, c'est un pays courageux. Et on l'a vu dans la gestion de cette crise sanitaire, le Maroc fut un des premiers pays, je dis bien, à réagir très vite à la question. D'abord, ils ont produit leurs propres, je dirais, outils de prévention, le masque, les gants, les blouses, etc., ce qui est quand même assez remarquable. Deux, ce fut un des premiers pays à stopper la production, à rentrer dans le confinement. Le roi a décidé, la veille, le lendemain, Macron a suivi. C'est presque Paris, c'est Rabat qui gère Paris. Alors que d'habitude, on a l'habitude de dire c'est Paris qui dicte tout. Donc ça, c'est une politique extrêmement stratégique, et, vraiment une stratégie très offensive. On l'a vu aussi que ce sont les premiers qui ont réagi toute l'Afrique en termes de création dans une des plus grandes usines de production, pour couvrir qu'elle est quasiment classée 5e à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est d'une manière générale pour dire que le Maroc a su intelligemment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas toutes les malédictions que l'Algérie a. La langue, pour eux, les choses sont claires. Tout est en français. Ils ont compris, le roi a compris que l'arabe, il ne peut pas aller, etc. Donc il a tout reculé, etc. La religion, pour eux, c'est un problème. Il n'y a pas de fanatisme, il n'y a rien. Même s'ils ont des fous, mais ce n'est pas eux qui gèrent le pays, etc. La question linguistique, l'arabe, le marocain et le berbère et le mazir vivent en très bonne harmonie, il n'y a pas quelqu'un qui crie, etc. Donc il y a une certaine stabilité. Il n'y a pas le fait de la royauté, ils n'ont pas le débat sur la légitimité historique. J'ai fait la guerre, donc j'ai le droit de gérer, même si tu es un abruti, même si tu es un âne. Voilà, donc toutes ces questions-là, ils ne les ont pas. Et puis la misère, je crois que la pauvreté fait de ce pays quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui travaille. N'oubliez pas, je vais donner encore un exemple, je suis désolé, l'Algérie a été indépendante au niveau de tout ce qui est alimentaire jusqu'en 1975. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1975, on avait des milliers de familles marocaines qui s'occupaient de l'agriculture, qui travaillaient la terre en Algérie. Du jour au lendemain, en 24 heures, on les a chassés de manière indigne de l'Algérie, et à partir de 1975, l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, dépense 30 milliards de dollars chaque année, uniquement pour nourrir le peuple algérien. En Algérie, on importe tout. C'est le pays le plus riche, mais c'est le pays qui ne transforme rien, qui ne produit rien.
Le Maroc, ça fait un moment où le roi, qui est un homme d'économie, est un homme de business, est un homme qui est très porté sur le développement économique et sur le business, il a déjà préparé tous les pays francophones au Maroc. On a des lignes marocaines sur tous les pays. On a des banques marocaines partout, qui sont déjà dans tous ces pays francophones, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Les banques, les transports, on accueille leurs étudiants qui vont devenir demain les futurs responsables de ces pays. Donc ils sont reconnaissants par rapport au Maroc. L'ouverture de la frontière marocaine, algéro-marocaine, ça va être pour l'Algérie le début de la fin de l'idéologie et du mensonge. Parce qu'on va enfin commencer à reconnaître que oui, c'est une réalité, le Maroc est une chance pour l'Algérie et l'Algérie est une chance pour le Maroc. Donc à partir de là, on a un logiciel culturel, d'attitude, de comportement algéro-marocain ou marocain, comme vous voulez, etc., qui peut être un axe très puissant, un vrai moteur pour construire, pour bâtir progressivement ce fameux marché unique africain avec une monnaie africaine. On pourrait, comme on a construit l'Europe, imaginer cette idée. L'Europe tient depuis quasiment le premier traité, c'est le traité du charbon et de l'acier en 1951, depuis 1951 jusqu'à aujourd'hui. L'Europe tient grâce à l'axe Paris-Bonn, avant, maintenant c'est Paris-Berlin. Et moi je peux dire aussi que si on construisait demain un axe Paris-Rabat, ça peut être un axe très solide, il y a des ressources humaines, il y a des intelligences, il y a des compétences, des complémentarités, qui peuvent créer un ensemble économique très puissant et donc forcément tirer vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais oublier que cette crise sanitaire a fait apparaître un grand problème pour l'Afrique. C'était quoi? C'est les circuits de distribution, l'approvisionnement alimentaire. Donner, nourrir les populations africaines. L'arrêt des avions, l'arrêt des bateaux, etc., on a presque affamé l'Afrique, avec un grand groupe comme un ensemble économique Alger-Paris, agriculture, production, etc., tu peux nourrir toute l'Afrique. Mais en même temps, est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui d'un axe Paris-Rabat ou Paris-Alger sans parler d'une entente au préalable entre Alger et Rabat? C'est difficile quand on voit tout ce qui se passe ces derniers jours. Qu'en dites-vous, M. Dahmani? L'axe Paris-Alger c'est pas quelque chose de surréaliste, c'est pas une utopie, c'est une réalité. Elle est indispensable à l'avenir de l'Afrique, elle est indispensable à l'avenir de l'Europe. Elle est indispensable au niveau de l'Afrique parce que le Maroc et l'Algérie réunissent les conditions économiques, financières, humaines, de proximité pour alimenter, pour répondre à un besoin fondamental de l'Afrique, c'est les circuits de distribution alimentaire et c'est tout ce qui est lié à l'approvisionnement alimentaire, à tout point de vue au sens très global. On l'a vu pendant cette crise, un des continents qui a le plus souffert de l'alimentation, des problèmes d'approvisionnement, c'était l'Afrique. Pourquoi? Parce que plus d'avions, plus de bateaux, plus rien. Et ils ne produisaient rien. Donc là, c'est un enseignement. Paris peut être utile dans cette relation, c'est de changer l'organisation et le fonctionnement de la zone du franc CFA. On peut imaginer la mise en place, dans cette zone, d'une banque d'investissement africaine, qui serait là pour accompagner tous les projets portés par des Africains, nord-africains ou des Africains en général. L'axe Paris-Rabat est déjà établi, il fonctionne, mais je pense que ce soit Rabat ou Alger, il faut qu'ils grandissent. Il faut qu'ils s'émancipent totalement de la tutelle de Paris ou d'autres capitales de l'Occident. Parce que vous savez très bien aussi qu'on connaît par ailleurs, dès qu'il y a un problème dans un pays, on dit tout de suite c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'ennemi.
Donc il y a une vraie place dans une... Tu connais très bien ma position sur la constitution d'un marché d'un marché unique nord-africain. C'est mon intime conviction, plus que jamais avec cette crise sanitaire aujourd'hui. Mais à l'intérieur, comme un peu à l'instar de l'Europe, on a Paris-Bonn, on a Paris-Berlin, qu'il te faut un axe, il faut un pilote à l'intérieur de la zone pour piloter la construction de ce marché nord-africain, de ce marché unique nord-africain, et dans une deuxième étape de ce marché unique, je dirais, qui peut être dirigé vers l'Europe. Et vous allez me dire pourquoi. Ben, la conséquence de cette crise sanitaire a montré à tout l'Occident que finalement, les centres d'approvisionnement, particulièrement sur les points sensibles, se situaient en Asie. Se situaient loin des lieux de consommation, ce qui leur a posé beaucoup de problèmes, et stratégiques, et géopolitiques, et même de sécurité, de santé. Tout le monde dit, on a fait une erreur, on a lâché les investissements, on a autorisé, et maintenant, même un masque, on a vu la déchéance, on a vu le ridicule français, on n'avait pas un masque. Il fallait qu'on aille supplier les Chinois, après les Vietnamiens, après les Thaïlandais, pour trouver un masque ou un gant. Donc là-dessus, ça veut dire quoi? Notre idée de marché nord-africain, elle peut être les dragons, les futurs dragons de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que les entreprises européennes, toutes comme elles sont, elles ne vont pas investir en France, elles ne vont pas investir en Allemagne, elles ne vont pas investir en Italie. Pourquoi? Parce que les coûts, les charges sont élevées, mais elles ne vont pas refaire la bêtise de partir en Asie. Donc qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, les salaires sont acceptables, la culture, la langue, etc. Mais simplement pour que l'Afrique du Nord devienne l'Eldorado du XXIe siècle, il faudrait que le Maroc, bien évidemment, qui a fait énormément de progrès, je dirais, en termes d'ouverture, en termes politiques, etc., de stabilité, mais surtout, que l'Algérie s'ouvre, se stabilise. Et si on a la stabilité en Algérie, toutes les entreprises, les multinationales qui allaient ailleurs, en Thaïlande, en Finlande, au Vietnam, partout pour investir, ils vont le faire à proximité. Donc c'est une chance, vous avez vu, c'est une chance aussi pour l'Europe.